amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission de À chacun son jeu vie. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'inviter sur la chaîne Fatima Bouziane. C'est comme Bonjour. ça qu'on prononce Bouziane? Oui, c'est ça, c'est Fatima Super. Bouziane. Ouais. Ouais. Super. C'est, Je suis c'est- ravie. J'ai l'habitude qu'on écorche mon nom hein, depuis l'enfance, l'école, tout ça. On m'a Mais là, je l'ai surnommé écorché ou pas? Pas du tout, pas du tout. Très très bien, très bonne prononciation et c'était parfait. Merci Fatima d'avoir accepté mon invitation. Merci Anne-Hélène de m'inviter et de pouvoir passer ce moment avec toi et avec toutes les personnes qui vont nous regarder. Bah écoute Fatima, je te suis un petit peu sur les réseaux, mais j'aimerais apprendre encore plus à te connaître si tu es d'accord. Bien Alors, sûr. est-ce que tu pourrais nous dire qui est Fatima? Alors, qui je suis? On va faire un test de valeur ou d'estime ou je raconte ma vie, ce que je fais. Parce que c'est vrai que bon, Ce que tu as envie la, de partager avec nous. la thérapeute te dirait parle de toi avec tes valeurs et Fatima, elle te dirait je suis quelqu'un assez atypique, on va dire. Je suis médium de naissance. J'en ai fait ma pratique. J'ai développé mes capacités. Enfin, on les a toutes en nous, mais j'en ai pris conscience et j'en ai fait mon métier. Par la suite, après, je me suis formée à l'hypnose régressive et l'hypnose régressive spirituelle, justement. Entre-temps, bien évidemment, j'ai fait d'autres pratiques comme la cohérence cardiaque, la PNL. J'ai été plus ou moins un peu partout dans le monde pour me former. Et C'est vrai? ouais, ah ouais, je l'ai écrit dans mon livre. Mais j'ai Oui. pas lu ton livre. Il sort au mois de mai. Ah, super. Il sort au mois Il de va mai. s'appeler comment? Quel est le Alors, titre? c'est le parcours initiatique de l'âme. C'est un livre, Super. alors j'ai vraiment beaucoup de joie à te le présenter en premier, parce que il est tout, il est encore en train d'être peaufiné, on est encore dessus. C'est un livre qui, pour moi, va être quelque chose d'hyper personnel déjà dans un premier temps, parce que il se divise en deux parties. La première partie, c'est tout le parcours initiatique qui m'a amené du coup de prendre conscience de mes capacités à les formations, puis les personnes que j'ai rencontrées sur mon parcours de formation, que ce soit des personnes inspirantes, des personnes qui m'ont apporté ou les sommités, puisque moi j'ai été directement voir les personnes, enfin les grandes stars américaines Ouais. pour, oui, pour me former. Que ce soit Greg Braden, Brian Weiss, enfin, j'ai été vraiment je me suis dit, écoute, tu es capable de le faire, prends ton sac à dos, prends ta valise et va te former. Et c'est ce que j'ai fait. Et je le raconte du coup dans mon livre. Donc la toute première partie, c'est le parcours initiatique. Chaque chapitre représente une arcane majeure du tarot de Marseille. Parce que je suis vraiment très reliée au tarot de Marseille qui pour moi représente le parcours initiatique de l'âme. Donc chaque chapitre a une thématique et il explique bien mon évolution dans la médiumnité et ensuite dans les formations et puis les expériences que j'ai vécues. Parce que c'est juste des expériences incroyables. Je pense quand l'univers fait en sorte que tu es sur le bon chemin, tu vis forcément des choses incroyables dans ta vie. Voilà. Et ça, je suis Deuxième. persuadée. Comment? Je suis persuadée. Ah oui, vraiment. Mais même, enfin, je le dis pas dans le livre, mais je prenais quasiment tout le temps des vidéos parce que je disais, mais les gens, ils vont pas me croire, c'est pas possible. C'est tellement improbable de rencontrer ce genre de personnes dans un croisement de rue, des choses, mais tellement qui tombent vraiment, l'univers m'a guidée sur ce parcours. C'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de l'appeler le parcours initiatique de l'âme. Et la deuxième partie, c'est une partie apprentissage. C'est-à-dire que quand je me suis formée, j'ai été voir les plus grandes sommités internationales. J'ai lu, bien évidemment, leurs écrits, les bouquins qui en découlaient. Et une fois que j'ai lu tout ça, je me suis dit, bon, écoute, t'as quoi comme information et qu'est-ce que tu en fais? Et c'est toujours cette question que je me pose, c'est qu'est-ce que j'en fais de ces informations? En fait, j'ai décidé d'expérimenter tout ce que j'avais lu dans les livres pas pour vérifier que c'était vrai ou faux, c'était pas mon but, mais c'était juste de créer ma propre réalité. C'est-à-dire que j'utilisais le savoir qu'on m'avait déjà transmis pour ensuite voir
si je pouvais aller encore un peu plus loin dans ces savoirs ou même confirmer certaines choses que je ressentais. Donc, j'ai expérimenté et dans la deuxième partie du livre, c'est toutes les expériences qui m'ont un petit peu fait waouh, parce que j'ai eu des expériences en hypnose régressive assez particulières. Et du coup, bah, tous les listings des apprentissages que j'ai pu commencer à mettre en œuvre, enfin en tout cas, tout ce que j'ai pu noter, parce que c'est vrai que dans les séances d'hypnose régressive, je me concentre à 100% sur le consultant, mais 10%, je grappille toujours 110%. 10%, j'essaye d'avoir le maximum de questions. Quand on a la chance de pouvoir connecter à des sphères très hautes, des sphères supérieures, des guides très élevés dans les consciences, bah, j'en profite. Poser des questions, forcément. Des questions qui peuvent être transmises à tout le monde. Enfin, des réponses, pardon. Des réponses qui peuvent être transmises à Ouais, tout le ouais, monde. ça fait. Du coup, je prends beaucoup de notes et j'interroge beaucoup les guides et les êtres de l'espace aussi, parce que j'ai eu pas mal aussi d'êtres de l'espace. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment la deuxième partie du livre. Et donc, pourquoi il est spécial ce livre aussi, c'est parce que je fais appel à une personne de cœur qui va faire la couverture qui est très connectée. C'est une artiste. C'est pas une couverture lambda. En fait, même la couverture aura un impact sur les gens puisque c'est une couverture qui sera énergétique. C'est-à-dire que tout le livre, il y aura des choses qui vont se passer en vous parce que il y a des apprentissages, il y a un parcours, mais il y a aussi des choses qui peuvent s'intégrer en vous. Donc, on a fait en sorte que énergétiquement, le livre soit vraiment parlant. Voilà. Bah, j'ai hâte, hein. Alors, on va Merci. revenir un petit peu sur tout ça. Donc, à partir de quand, donc tu me dis que tu es médium depuis toute petite, hein, à partir de quand tu en as pris conscience de ces capacités médiumniques? Comment c'est arrivé dans ta vie? Alors, bah, en fait, c'est très étrange parce que j'aime pas dire la phrase médium de naissance. On l'est tous, déjà d'une, on a tous ces capacités en nous, hein. On n'est pas tous voués à devenir médium de métier. Ça reste libre à chacun. Mais on a tous en nous ces capacités de développer les connexions, d'ouvrir sa conscience, de choses comme ça. Quand je parle de mes capacités depuis la naissance, c'est que j'ai toujours eu des signes avec les mondes subtils depuis toujours. Sauf que je pensais que c'était, je mettais pas des mots sur ce que je vivais en fait. Pour moi, c'était la normalité. C'est comme quand on demande à un aveugle de décrire les couleurs. Moi, je vivais avec ces manifestations. Je pensais même que, à un moment, bah, je me posais quand même des questions parce que quand on voit, quand on entend des choses, je pensais que enfin, j'avais vraiment cette croyance que c'était ma pensée qui créait les choses. C'est-à-dire que plus je pensais à je sais pas, l'au-delà ou des choses comme ça, ou j'appelais ça les fantômes quand j'étais enfant, et puis ça se manifestait dans la matière. Donc je pensais, j'avais cette croyance que je créais ça. Donc je me forçais à ne pas y croire. Enfin, je me forçais à ne pas le créer, à ne pas y penser. Dès qu'il y avait une pensée qui venait, je me forçais à la chasser de ma tête parce que je me disais, bah, la conséquence, c'est que ça va se créer dans la matière. Et ça, c'était vraiment de Mhm. tout jeune, hein. Mais il y avait des signes qui étaient vraiment trop flagrants, comme des voix. Je le dis souvent quand j'étais enfant, pour éviter d'avoir des sons qui me perturbaient la nuit et des gens qui m'appelaient constamment, bah, je mettais mes mains sur mes oreilles et je me concentrais sur les battements de mon cœur. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un rituel que j'avais vraiment avec moi-même. Si je ne le fais pas, bah, j'étais sûre que dans la nuit, j'allais être réveillée par quelqu'un qui allait me parler. Et dans un premier temps, ça se manifestait beaucoup par des voix. Et puis après, par des visions, des ressentis, des flashs, etc., etc. Au cours de ma vie, Alors, je les... attends, attends, donc là, t'es toute petite, hein. Du coup, tu Ouais, dois en avoir peur, certainement. T'en très parles à peur. ta maman, à tes parents. J'essaye d'en parler, c'est Mhm. pas entendu. J'essaye d'en parler, puis en plus, euh, c'était pas forcément le contexte familial, il n'était pas propice à ce genre de communication. C'est pas qu'on était dans enfin, D'accord. je suis dans une famille non croyante, c'est-à-dire que il y a absolument pas de religion qui aurait pu faire enfin, blocage à Abstraction, cette oui. communication, mais c'était pas du tout dans les croyances de mes parents. C'est-à-dire que vraiment, D'accord. si je parlais de choses que je ressentais ou des choses que je voyais, c'était balayé d'un revers de main, mais très rapidement, du style, mais non, c'est ton imagination, et puis ça restait en plus ancré de plus en plus dans ma tête. Donc, je vivais avec ce Toute poids, seule, en fait.
toute Ouais. seule et j'essayais bah, vraiment de limiter du coup les manifestations bah, en chassant tout le temps la pensée. Malgré ça, il y avait quand même des fois où ça se manifestait quand même. Mais je me disais toujours, non, il faut que je tienne, il faut que je tienne. Et le plus, c'est que vraiment, j'étais fan de la série, enfin, du magazine Mystère qui passait sur TF1. Dès que j'avais le générique, je commençais déjà à ressentir les bruits dans la chambre. Donc, du coup, j'éteignais tout de Ouais. suite la télé, ça me faisait peur. Je disais, OK, bon, c'est pas pour moi. Mais pourtant, j'ai adoré ça. Vraiment, c'était quelque chose qui Ça te me. fascinait quelque part? Ça te fascinait? C'était vraiment très étrange parce que autant, bah, il y avait la petite fille qui avait peur. D'accord? Bah, ce qu'on voit pas, dans un premier temps, ça se manifestait vraiment beaucoup par les voix. Euh, tout ce qu'on entend, tout ce qui bougeait, les choses comme ça, j'avais vraiment très peur, mais en même temps, c'était bizarre parce que c'était familier pour moi. C'est comme si c'était mon D'accord. monde, mon environnement. J'avais cette surprise. Bon, je l'ai toujours, hein, parce que là, à l'heure actuelle, maintenant à 42 ans, j'ai toujours des manifestations chez moi. Je dis pas que j'ai pas peur, hein. Je dis que ça me surprend. Des fois, je suis surprise de voir un truc qui bouge. Ah, ok, d'accord. Bon, après, je sais que maintenant, j'ai l'habitude, j'ai un peu plus l'habitude, mais là, maintenant, je dirais que j'ai moins cette crainte de. Et puis, il y avait aussi peut-être aussi une petite peur, là, tu vois, qu'il y a un truc qui me vient du mal, en fait, du mal. C'était vraiment Hmm. le côté, euh, c'est pas forcément bien ce que tu fais. Enfin, c'est pas, on n'est pas forcément. Enfin, puis en plus, il y avait beaucoup de films d'horreur, il y avait beaucoup de choses comme ça qui faisaient forcément penser à des possessions, des choses. En plus, mon film préféré, c'était L'Exorciste, donc voilà. Oui, je les cumule. Et donc, Mais tu grandis avec toutes ces perceptions comme ça. oui, voilà, je grandis avec ça. Mais en même temps, je pense que c'est par palier, par étape. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup, beaucoup de manifestations jusqu'à mes 7 8 ans, d'accord? Mhm. Après, ça s'est complètement arrêté. C'est-à-dire que vraiment, D'accord. j'étais partie dans une routine très scolaire, très familiale, très cadrée. Et puis, ça s'est révélé beaucoup plus tard vers l'adolescence. C'est-à-dire que j'avais des petits pic de rappel, mais c'était pas Hmm. constant. Vers l'adolescence, c'est là où ça a commencé vraiment à se concrétiser. Je préfère mettre un petit warning avant parce que un disclaimer, ne faites pas ce que j'ai fait parce que c'est dangereux. Oui, effectivement, vers l'âge de 12 ans, 13 ans, j'ai expérimenté le Ouija avec les copines. Voilà, avec mes cousines, avec les copines. C'est quelque chose que je ne referai pas. Parce que Tu as quand eu on est peur? jeune, j'y ai eu peur. Ah, mais alors, t'as eu peur dans le sens. Alors, au début, je pensais que c'était mes sœurs qui me faisaient un coup. Parce que je vais t'expliquer. C'est mes sœurs, mes cousines, elles ont dit bah, cet après-midi, on va faire un jeu, On va faire du Ouija. Donc, moi, je ne connaissais pas forcément, mais ils appelaient ça appeler les esprits. Donc, du coup, moi, j'étais toute jeune, hein, je devais avoir 12 13 ans, hein. On y va, sauf que moi, je commençais le collège. J'étais en sixième, cinquième, c'était vraiment une classe de découverte et j'étais amoureuse d'un garçon en secret. Parce que bah, forcément, quand on découvre l'amour, on ne le dit pas forcément à tout le monde, etc., etc. Et je n'en parlais à personne, c'était vraiment un amoureux secret. On fait cette table de Ouija, donc on fait le truc comme ça. Puis très vite, en fait, je vois le verre qui part un peu dans tous les sens comme ça. Et en fait, ça m'agace. Je sais pas pourquoi ça m'agace. Je sens une énergie de colère. Enfin bref, ça, peut-être que c'était l'entité, hein, donc je sais pas. Donc je décide de quitter la table. Je dis à mes sœurs, bon écoutez, vous savez quoi, continuez sans moi, ça m'intéresse pas. Je vais un peu plus loin. Et du coup, je me mets un peu plus loin et l'entité continue à parler de moi, alors que j'avais quitté le cercle. Et il disait, bah, Fatima est amoureuse, nanani, nanana. Moi Ah dans un... ouais. Ah oui, dans un premier temps, je pensais que c'était mes sœurs qui me charriaient. Je pensais que c'était mes cousines qui voulaient me faire un coup. Donc moi, j'étais, oui, d'accord, c'est bon, je suis amoureuse. Non, c'est faux. Déjà, d'une, c'est faux. Tu vois, alors... Mais non, c'est pas vrai. Et j'étais là en train de me dire, bon, arrêtez de m'embêter, c'est bon, j'ai compris. Et là, le verre dit le prénom de la personne dont j'étais amoureuse. Sauf que personne n'était au courant. Tu Personne. réagis comment?
Ben là, j'étais vraiment sur, j'étais comme ça, j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est, ouais, d'accord, bon. C'est étrange, mais encore une fois, quand il se passe des choses comme ça, la première réaction, c'est essayer de rationaliser. Et en fait, ça a toujours été comme ça dans mes parcours, enfin, quand je l'explique vraiment dans mon livre, la première des réactions, c'est la réaction humaine, hein. C'est-à-dire, on essaye de comprendre la situation avec notre cerveau, en essayant de trouver des choses factuelles. Mais là, il n'y avait rien de factuel, puisque personne n'était au courant, personne ne pouvait savoir le prénom de cette personne, et j'en avais parlé à personne. Personne. Personne ne savait. Donc là, déjà, ça commençait un petit peu à me titiller, parce que là, je me disais, OK, ça existe. OK. Donc là, en fait, c'était progressif. Je pense que on m'a amené vers un pas progressif à chaque fois pour me montrer que ces mondes-là subtils existaient vraiment et que c'était pas que dans mon imaginaire Tout à et fait. que dans ma tête. Mais ça n'a pas été d'une violence inouïe, hein. Ça a été vraiment progressif. Après, bah, j'ai fait d'autres expériences. Bon, j'ai eu des choses qui se sont passées après chez mes parents, puisque bah, qui dit Ouija, forcément dit on n'avait pas forcément le bon protocole pour faire partir l'entité. Mm. Donc, il y a eu des manifestations chez mes parents, notamment les chaînes IFI qui se mettaient en route, les vaisselles qui se mettaient par terre, enfin bref. Et malgré ça, mes parents disaient toujours, enfin, trouvaient toujours eux aussi le côté rationnel de la chose, quoi, tu vois. Donc, je me disais, bon, bah, écoute. Mais moi, intérieurement, je savais que c'était ça. Là, j'avais vraiment de plus en plus de confirmation que c'était vraiment des mondes parallèles, des mondes subtils, tout ce que tu veux. Donc après, je suis partie dans mon monde de semi-adulte, adulte. Et quand j'ai pris mon premier appartement, ça a été vraiment la première fois que j'ai été confrontée à une entité, mais très négative, très noire, où je l'explique aussi dans mon livre ce qui s'est passé en détail. Parce qu'en fait, cette entité ne voulait pas de moi dans ce lieu. Voilà, elle ne voulait clairement pas que je sois là. J'ai été projetée au sol, ouais, j'ai subi des attaques de sommeil en fait, des paralysies du sommeil Ah par oui, cette. ça, je Ouais. vois. Donc j'explique vraiment toutes les manifestations qui s'est passées et la manière dont on l'a découvert parce que bah encore une fois, à chaque fois il se passait des choses, j'essayais de trouver des issues rationnelles alors qu'il n'y en avait pas. Et quand je me suis mise à l'évidence que de toute façon, écoute, maintenant c'est bon, je pense que tu as suffisamment de preuves devant toi, annonce la couleur, dis les choses telles que tu les ressens. J'en ai parlé autour de moi, ça n'a pas été accueilli favorablement comme d'habitude, hein, tu vois. Mais non, c'est ton imagination, il n'y a pas de fantômes, etc., etc. Sauf que là, j'ai eu la chance en fait, si tu veux, dans ce lieu-là, je vivais avec mon ex qui avait des enfants, enfin qui a toujours des enfants, parce qu'ils sont toujours des enfants d'un premier mariage. Et en fait, il venait un week-end sur deux dans ce lieu-là. Et la plus grande, qui avait à l'époque 14 ans, pouvait passer des soirées sur les réseaux, à communiquer avec ses copines, sur Skype notamment à cette époque-là. Et vers 4 heures du matin, sa copine regarde, elles sont en visio comme ça, et sa copine lui dit, dis donc, c'est qui le monsieur qui est derrière toi? Ouais, elle le voit. Elle le voyait. Elle le voyait, c'est-à-dire qu'en fait, au travers de la caméra, elles étaient en conversation, elle voyait une ombre noire qui était juste derrière elle, et du coup, elle lui a dit, il y a quelqu'un qui est derrière toi. Et elle se retourne, elle dit, mais non, il est 4 heures du matin, tout le monde dort. Et elle lui dit, attends, je vais te faire un screen de l'écran. Elle lui a fait le screen. Le lendemain matin, elle est arrivée au petit déjeuner. Oh là là, papa, il y a un fantôme dans la maison. Et moi, j'étais là, enfin, quelqu'un d'autre qui le perçoit. Voilà. Donc, du coup, j'étais plus la seule. Il y avait une autre manifestation. Et puis après, très, très vite, on est parti de cet appartement parce que... Ah, vous l'avez quitté en fait. Ah ouais, Vous avez ouais, quitté ouais. l'appartement. Mm. Ouais, ouais, on n'est pas resté parce que bah, de toute façon, il ne voulait pas. Enfin, ce qui était étrange, c'est qu'en fait, c'était beaucoup ciblé autour de moi. Les attaques étaient énormément ciblées autour de moi. Les autres subissaient beaucoup moins. Il y avait juste une odeur qu'on ressentait assez régulièrement dans le hall d'entrée. On n'avait aucune explication de cette odeur. On avait tout fait, les tuyaux, tout, pour savoir d'où venait cette odeur. C'était une odeur très soufrée. Et c'est pas une odeur particulière, c'était vraiment très à part. Et elle était constante, cette odeur, constante. Et quand moi, je rentrais dans ce palier et à chaque fois, et je sais pas,
avec l'instinct. La première fois que je suis rentrée dans ce hall-là, je lui dis, il y a quelqu'un qui s'est pendu ici, c'est pas possible. C'était vraiment la Ah première ouais. phrase que j'ai dit, hein. Ouais, c'est vraiment, ça m'en donne encore des frissons parce que c'est vrai que cet endroit était très, très sombre. En tout cas, moi, c'est ce que je ressentais. Les Oui, autres, bien sûr. beaucoup moins, mais moi, c'était vraiment mon ressenti. Donc C'était un après, vieil immeuble? C'était un vieil euh, immeuble? Ou pas ben, forcément? bizarrement, pas tellement. Pas tellement. D'accord, ouais. On a tendance à penser que les cas comme ça, c'est essentiellement dans les anciens logements. J'ai envie de te dire, maintenant, on est à l'abri de rien nulle part. Mhm. Il suffit qu'il y ait une mort un peu violente ou quelque chose de très négatif au niveau des mémoires, ça loue pas. Tout à fait. Voilà. Donc du coup, ça, c'est vraiment pour moi la confirmation que ce monde existe. Moi, j'avais plus aucun doute. Si j'avais encore des doutes, je pense que là, j'aurais été dans une autre expérience encore un peu plus glauque. Mais là, c'est bon, j'avais conscientisé. Mais ce qui m'a fait vraiment comprendre que j'étais médium, c'est pas ça. Parce que moi, je pensais que c'était la malchance, hein. Je me disais, bah, on arrive tous, Ah oui, moi, à ressentir ce genre de choses. Donc, du coup, je pars dans ma vie de maman, parce que là, pour le coup, maintenant, je bifurque dans la vie de maman, les couches, etc., etc. d'accord. Et là, d'ailleurs, c'est très important ce que je vais te dire. J'ai subi les attaques de paralysie du sommeil pendant longtemps et ça s'est arrêté le jour où j'ai appris que j'étais enceinte. Ah oui. Comment tu Ouais. l'expliques? Est-ce que tu as une explication par Oui, rapport à oui, ça? tout à fait. Parce qu'en fait, je subissais vraiment ces attaques. Vraiment, c'était Mhm. aléatoire, et je le sentais, les prémices de ces attaques. Je peux pas te dire combien de temps ça durait, mais je sais juste que j'étais très paniquée parce que, bah, effectivement, j'étais complètement figée, je pouvais pas bouger, j'étais consciente et je voyais une ombre noire qui était au-dessus de moi ou alors des fois qui m'appuyait clairement sur la poitrine. Voilà. Est-ce que c'était Le- toujours la même personne qui te faisait oui, ça? oui, oui, je Oui, ressentais toujours? toujours la même. D'accord. Toujours. Je savais que c'était cette entité, en fait. Je savais que c'était. Et des fois, c'est pertinent ce que tu dis, des fois, elle prenait d'autres formes. Mais je savais qu'énergétiquement, c'était toujours la même personne. Je savais. D'accord. Ouais. Ok. Elle essayait de venir par d'autres moyens, mais je savais pertinemment que c'était cette entité, que c'était toujours la même qui m'attaquait. Et le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai subi une attaque dans les semaines qui ont suivi. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai trouvé une force, mais je ne sais pas d'où elle est sortie. Une force incroyable où j'ai commencé à me débattre. Et là, c'est vraiment quelque chose, un instinct ou une puissance que j'ai senti monter en moi, où je lui dis non, maintenant tu ne me toucheras plus. Je porte la vie et c'est terminé, tu ne me toucheras plus. Et là, c'était terminé. Il n'est plus Ça, c'est jamais revenu. plus jamais, plus jamais, Hmm. plus jamais. Et quand tu avais ces attaques, ton conjoint à côté, il le ressentait ou pas du tout? Pas du tout. Bah après, Lui, il dormait, quoi. oui, complètement, complètement. Mais c'est surtout que ces attaques, elles étaient essentiellement quand j'étais toute seule. C'est-à-dire que D'accord. mon conjoint, il travaillait en décalé. C'est-à-dire que soit il D'accord. commençait très tôt le matin, soit il finissait très tard le soir. Donc, il y avait des D'accord. créneaux horaires où j'étais toute seule. Et c'est toujours Hmm. dans ces créneaux horaires où je me faisais attaquer. Et j'avais d'ailleurs, je l'avais dans le livre, euh, j'avais d'ailleurs trouvé un petit subterfuge pour éviter de me faire attaquer. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'allumais la télé, je me faisais pas attaquer. Mais ça, c'est vraiment un petit tips qu'on se met à nous pour éviter enfin, quand on n'a pas de réponse, on trouve des solutions, mais complètement hallucinantes. C'est-à-dire que je me tapais chasse et pêche tous les jours, à 4 heures du matin, 5 heures du matin. Et Mais bon, tu c'était. sais, ça résonne avec ton histoire, ce que tu racontes. Moi, c'est pareil, hein. Quand j'étais plus jeune, hein, adolescente, hein, que j'avais les entités qui étaient dans ma chambre, j'avais capté que si je mettais de la musique, elles disparaissaient. C'est ça. C'est ça. On a des petits moyens à nous. Donc, du coup, je mettais la télé. Mais je la regardais pas. J'essayais de me rendormir, hein. Des fois, je mettais juste la télé sans le son. C'était juste vraiment la présence de la lumière. Donc, des fois, je regardais un petit peu chasse et pêche. Mais après, j'essayais de dormir quand même un peu parce qu'à 4 heures du matin, tout le temps. Non, voilà quoi.
Mais après vraiment quand j'ai hurlé, enfin, c'était intérieur, c'était un cri intérieur, hein. C'était vraiment une puissance. Alors, je sais pas si c'est l'énergie maternelle ou une protection des guides, je sais pas. Mais en tout cas, ça n'a plus jamais fonctionné. Enfin, plus jamais, Ouais, j'ai ça n'a plus. plus eu lieu. Ah non, plus jamais, plus jamais. Ouais. Et tu viens d'employer le mot guide. Tu te sens accompagné par un guide depuis toujours. Là, c'est une histoire un peu particulière, les guides. C'est vrai que j'ai toujours eu tendance à parler à quelqu'un. C'est vrai que quand c'est inconscient, et je m'en suis rendu compte, tu sais comment? Souvent, quand tu es dans une phase ou une expérience qui te met un petit peu face à des doutes ou des questionnements ou alors une situation d'urgence, eh bien, automatiquement, je me tournais vers quelqu'un. Mais je ne savais pas pourquoi. Tu vois, je ne savais pas pourquoi. Et alors, ce qui est extrêmement merveilleux, c'est que quand j'ai emménagé donc du coup dans un autre endroit par rapport à cette entité, j'ai perdu un être cher. C'était la première fois de ma vie où j'étais confrontée vraiment à une mort. Je n'avais pas eu d'expérience de mort dans ma famille. C'était vraiment la première fois où j'ai vraiment senti le deuil, la perte, etc., etc. Et les manifestations. Parce que ce qui a engendré le décès de cette personne, c'est les manifestations envers moi, envers plein de choses. Donc, c'est là que j'ai commencé vraiment essentiellement à me concentrer sur les médiums. D'accord? Et c'était il y a longtemps, ce truc-là. C'était bien avant que Facebook existe. J'ai regardé sur Internet et je suis tombée sur un forum d'une personne qui est très connue maintenant et on a beaucoup sympathisé ensemble parce que elle découvrait ses capacités à ce moment-là et moi je cherchais des réponses à mes questions. Donc du coup on a énormément échangé sur ce forum. C'était bien avant que Facebook commence et que maintenant là je la vois c'est tellement haute et j'adore parce que je l'aime beaucoup. C'est une personne que je tiens vraiment parce qu'elle m'a aidé énormément. Et Tu peux la citer ou tu préfères pas? non, mais je peux la citer, il n'y a aucun problème, hein. C'est Isabelle Serre. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. D'accord. Oui, oui, bien sûr. Isabelle Serres, c'est vrai que on était sur ce forum, c'était de base un forum paranormal, et elle racontait ses expériences, et moi, je lui posais beaucoup de questions, et elle a commencé, je me souviens, à faire du coup s'essayer en tant que médium en guidance, et elle nous avait pris comme cobaye. Donc, elle nous avait demandé si tu veux faire une guidance et tout. Moi, je lui dis bien sûr, pas de souci. Et là, elle me dit que j'allais travailler dans le bien-être, dans le développement. Moi, j'étais à milieu à l'époque. Je me suis dit, mais mon Dieu, Isabelle, comment tu veux que je travaille là-dedans? Et elle me dit, tu verras, ça Tu va faisais venir. quoi, toi, à l'époque? Tu faisais quoi à l'époque? Et je travaillais dans le milieu du cinéma. Bon, moi, comme du coup, D'accord. je pensais qu'elle me parlait de bien-être, je pensais que c'était du bien-être sur les gens. Tu vois, je pensais elle me parlait de ça. Et après, je me suis dit, mais elle me dit, je te vois avec plein de papiers, monter ta société, etc. Je lui dis, bon, je vais être auto-entrepreneur, c'est pas grave, tu vois. Enfin, je vais être à mon compte, bah, intermittent du spectacle. Bon, moi, j'étais vraiment figée là-dessus, hein. Je travaillais sur les effets spéciaux. C'est-à-dire que je faisais D'accord. du maquillage d'effets spéciaux et j'étais Wow. spécialisée dans les films d'horreur. Comme par hasard. On m'appelait que sur des films d'horreur. J'étais la spécialiste du sang. Je travaillais sur les impacts de balles, sur les hématomes, les choses comme ça. Donc, du coup, vraiment un monde opposé. Mais en même temps, elle m'a apporté énormément puisque à chaque fois, elle me disait, tu auras tes réponses très prochainement. Mais moi, je lui disais, mais des réponses à quoi? Je ne comprenais pas. Elle me dit, je peux pas t'en dire plus. Donc après, elle a parti dans son chemin. Donc elle a continué son chemin. Et quand on s'est fréquenté, elle m'a dit, Fatima, développe ta conscience. C'était vraiment un mot qu'elle employait beaucoup, mais moi, je ne comprenais pas quand elle disait développe ta conscience. Je disais, mais tu peux pas me donner un traducteur? J'essayais toujours d'avoir un traducteur, je voulais toujours comprendre. Et elle me dit, tu comprendras. Toujours. Et ça, c'est les phrases que maintenant je comprends moi quand je les transmets. Mais en même temps, qu'est-ce que ça m'énervait Hmm. parce que je voyais pas le truc. En fait, Donc, c'est du une coup, quête personnelle. Souvent, c'est c'est ce ça. qu'on dit, hein. Les réponses, elles sont à l'intérieur de nous et c'est une quête personnelle, hein. Mais c'est Mais pas en fait, facile à...
C'est ça. Ouais. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est vraiment pour que les gens puissent trouver leur quête personnelle, leur façon de découvrir leur chemin. Parce que c'est pas que je pense que mon parcours peut inspirer. Pourquoi? Mhm. Parce que j'ai justement, et c'est ça qui m'a déclenché justement l'ouverture totale de mon éveil, c'est quand j'ai acheté le livre de Stéphane Alix, qui s'appelle Le Le Test. test, Le Test, exactement. Je l'ai acheté et il a traîné 2 ans dans ma bibliothèque. C'est-à-dire que c'est je vrai. sais pas, un jour je me suis levée, je suis allée acheter ce livre, je l'ai posé dans la bibliothèque et à chaque fois je passais devant et je me disais, toi, un jour je te lirai. Mais je savais pas quand, ni pourquoi, et ni aucune info. Voilà, c'est tout. Je savais juste qu'il m'attendait dans la bibliothèque. Mhm. Et donc du coup, un jour, 2 ans après, je vais, je devais partir quelques jours en week-end et je me dis pour la route, bah, tu sais quoi, je vais prendre un livre. Voilà. Je me mets devant ma bibliothèque et j'hésite entre 2 livres. Et là, tu vas rigoler parce que le premier livre, c'était Merci pour ce moment de Valérie Trierweiler. Ah oui, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et l'autre livre, c'était bah, Le Test. Et j'hésitais comme ça, j'hésitais, jusqu'au moment où je me dis, bon, allez, toi, je l'ai pris et j'ai pris le test. Et je suis partie. Et du coup, là, je commence à lire sur la route, autoroute, machin, nanan, je commence à lire le livre. J'ai lu le premier chapitre. Là, je me suis arrêtée. Et là, j'ai senti, tu sais, une énergie qui m'a traversé tout le Mhm. corps. Mais vraiment, un éclair. Tu sais, comme si je me pensais, à un moment donné, je me suis dit, on est en train de mourir, on est en train d'avoir un accident, qu'est-ce qui se passe? Tout s'est ouvert, comme si on m'avait enlevé un voile. Et là, je commence à regarder le livre et je dis, mais en fait, je crois que je suis médium. C'est là où tu en as pris conscience? Ouais. J'en ai pris Ok. conscience grâce au parcours. Parce qu'en fait, le test, il est merveilleux. Ce livre, il est incroyable. Il donne beaucoup d'ouverture de conscience. Mais ce qui est important dans ce livre-là, c'est pas forcément le but de Stéphane de prouver les mondes subtils, mais c'est de voir comment les médiums perçoivent. C'est-à-dire que là, on a une batterie de 5 médiums qui sont tous différents. Ils ont tous des parcours de vie différents et ils ont tous des façons de percevoir qui sont différentes. Moi, à l'époque, je pensais qu'il n'y avait qu'une façon de percevoir les choses. Je pensais qu'il n'y avait Ok. qu'une façon de voir, d'entendre. Et si on n'avait pas ça, on n'était pas médium. Et grâce à ce livre, en fait, je me suis rendu compte qu'on avait tous en nous ces capacités, mais qu'elles étaient toutes différentes par rapport à l'individu qu'on était. Donc après, bien Exactement. évidemment, là, j'ai compris. Je me suis dit, OK, d'accord, j'ai compris. C'est bon, je Mhm. sais, maintenant je suis médium. Voilà. Mhm. Après, ça a été un long parcours parce que je pense que je le dis des fois de manière officieuse, je l'ai vécu comme un coming out, vraiment. Tu sais, vraiment Mhm. quelque chose qui a été tellement douloureux de, de jugement à en parler. Mais derrière, en fait, quand je l'ai Par dit, rapport à ton entourage, tu t'es senti par rapport jugée? à mon entourage, ouais. Ouais, ouais. Maintenant, je le revendique à fond les ballons, hein. J'ai aucun problème là-dessus, hein. Mais à l'époque, le fait de le dire, le fait de le verbaliser, j'ai eu des réactions qui ont été étonnantes dans le sens, mais en fait, on avait compris avant toi, en fait, tu vois, du style, il n'y a que toi qui n'avais pas compris, hein. Et puis, j'ai eu d'autres réactions bien plus péjoratives, bien évidemment. Tu sais, la médiumnité, c'est quelque chose qui est encore très mal vu à l'heure actuelle. C'est-à-dire que là, encore de nos jours, on a tendance à confondre le médium, le voyant, le charlatan, Madame Irma, etc., etc. Mhm. Et donc, bah, c'est dommage parce que c'est vrai qu'encore une fois, on met des cadres sur quelque chose qui ne peut pas avoir de cadre. Mhm. Voilà. Et même, je le dis même assez souvent, même le mot médium, qui en vrai veut dire messager, pour moi, c'est limitant. Pour moi, c'est vraiment limitant dans la dénomination de ce que nous, on peut faire. Tu vois? Mhm. Parce que D'accord. après, bah, ça a été qu'un parcours. Enfin, c'est vrai que je le dis beaucoup dans mon livre, mais le parcours, ça a été vraiment quelque chose pour... Je n'en changerai pas d'une virgule. Vraiment. J'ai tellement... Pourquoi? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Qu'est-ce qui te rend heureuse dans je qui sais, tu es? c'est vraiment... le mot qui me vient, c'est vraiment Mhm. gratitude. C'est vraiment, j'ai énormément de gratitude
pour toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes les personnes qui m'ont apporté, même les personnes qui m'ont mis des bâtons dans les roues, hein. C'est-à-dire, ça m'a toujours apporté. Là, aujourd'hui, je peux te dire, je peux me montrer face à toi en me disant les choses. Il y a quelques années, j'aurais été incapable. J'aurais été incapable. Mais je pense que tout est un parcours d'apprentissage et j'ai énormément appris ces derniers temps, ces dernières années. Et c'est pour ça que c'est vraiment ça qui m'a amené, du coup, à créer ma méthode de lecture d'âme. Donc, du coup, quand j'ai commencé à développer mes capacités, je me suis renseignée sur les mondes subtils. J'ai fait beaucoup de choses, mais en même temps, j'ai toujours gardé mon discernement. C'est-à-dire que quand les choses ne me correspondaient pas, c'était pas dans ma vibration, je mettais de côté, vraiment. Et ça, c'est vraiment le truc le plus important, c'est non seulement de ne pas se comparer, mais aussi faire preuve de discernement quand on débute dans ce parcours initiatique. Comme je l'appelle, tu sais, le parcours initiatique du tarot de Marseille avec la carte du fou. Où tu viens, tu as tous les attributs en main et tu vas partir à l'aventure. Bah, c'est exactement ça. Et je le dis toujours dans mes ateliers, parce que j'accompagne aussi des personnes à développer ces capacités, c'est important d'expérimenter par soi-même. C'est-à-dire que moi, je vais vous transmettre des choses. J'ai eu des informations qui m'ont été transmises, pardon. Expérimentez par vous-même. C'est plus important. C'est une fois, je le dis toujours, quand vous sortez de mon atelier, oubliez tout ce que je viens de vous dire. Vivez les choses par vous-même maintenant. Et vous allez voir. Donc, du coup, j'ai À développé ma méthode. quel, à Comment? quel moment, du coup, à quel moment tu as pris cette légitimité et tu t'es dit, je suis prête, hein, je me lance. Euh, C'est en quoi le tant que, déclic? en tant que médium de métier, Mhm. j'ai été poussée. J'ai été poussée par les guidoux. Je les appelle les guidoux parce que c'est bon, c'est le petit surnom que je leur donne. Mais c'est vrai que j'ai créé un groupe sur Facebook, tu vois, parce que bah, j'avais besoin d'échanger. J'avais énormément besoin d'échanger avec les gens sur leurs expériences. Parce que je me dis, moi, si je vis ça et que tout le monde vit ça, est-ce qu'il y a un lieu d'échange où on peut échanger sans jugement, où on peut s'apporter des réponses? Et il n'y avait pas. Il n'y avait que des groupes à l'époque sur les réseaux où c'était des demandes de ressenti, des questions ouvertes, des machins, nan, et tout. Et moi, je voulais pas ça. Je voulais pas faire du low cost, tu sais, du all inclusive en fait. Tu vois, c'était vraiment pour moi, c'était pas intéressant de peut-être pour s'expérimenter sur ses ressentis, au départ, c'est peut-être correct, tu vois, mais après, derrière, c'est très rapidement chronophage et je voulais pas. Moi, je voulais vraiment un groupe d'échange. Donc, du coup, j'ai créé un groupe sur les réseaux où les gens pouvaient échanger. Et de là, en fait, j'ai commencé à m'expérimenter. Donc, du coup, forcément, j'ai pris dans un premier temps les personnes gratuitement. C'est-à-dire que je commençais à donner mes services, etc., etc. J'ai fait comme Isabelle, hein, du coup, j'ai pris mes cobayes. Et j'en ai développé ma propre méthode de lecture d'âme, parce que du coup, j'accède au contrat d'incarnation en connexion avec les guides, etc. Et des différentes missions de vie, les blocages karmiques, etc. Bon, après, ça s'est étoffé, parce que c'est vraiment une lecture qui a été vraiment progressive, parce que quand je regarde les premières lectures que j'ai faites, oh mon Dieu, je mettais 4 heures pour préparer une guidance. 4 heures. Tu avais un support ou pas besoin de support? Alors, au départ, c'est vrai que, alors, ce qui est fou, c'est qu'au départ, quand j'ai commencé dans ce métier-là, les médiums avec support, c'était les médiums charlatans. Je ne sais pas si tu te souviens, tous ceux qui utilisaient les cartes, les pendules, et tu avais Ouais, les c'est vrai, médiums. non? Ah, tu te souviens pas? Non. Il y avait des médiums sur les réseaux qui se disaient médiums purs. C'est-à-dire sans support. C'est-à-dire ceux qui avaient des supports, c'était pas les vrais médiums. Donc du coup, là, Ah j'étais là. ouais. Mais non, mais ça, c'est pas vrai ce que tu dis. Non, alors au départ, j'utilisais énormément l'écriture intuitive. C'est-à-dire que vraiment, je remplissais. C'est pour ça que je te disais, je mettais 4 heures pour préparer une guidance. Donc du coup, 4 heures à écrire pendant 6 pages des choses qui me venaient comme ça. Ah. Et puis, je complétais par des tirages de cartes. Parce qu'à l'époque, j'avais acheté, le premier oracle que j'avais acheté, c'était l'oracle de Brian Weiss sur les vies antérieures. Ça, c'était vraiment un signe du destin. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté celui-là. J'ai acheté celui-là. Donc, du coup, je complétais par des petites infos qui me venaient comme ça, mais toujours, c'était des trucs qui me venaient intuitivement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, maintenant, c'est beaucoup plus cadré, c'est-à-dire que vraiment, je me pose avec les guides, je note les informations, puis, allez, 20 minutes, ça me prend, alors qu'avant, ça me prenait 4 heures, tu vois, au tout Eh début. oui. Ouais.
Et ça a été toujours vraiment, enfin, moi, je suis têtue. Je suis têtue. C'est-à-dire que j'entendais toujours le message de mes guides qui me disaient, euh, ne fais pas ça. Enfin, ne prépare pas 4 heures avant une guidance. Ça sert à rien ce que tu fais, tu perds ton énergie. Et moi, je continuais. Je continuais, je restais dans ma zone de confort. Jusqu'au jour où ils m'ont dit, ah ouais, tu veux continuer? Ils m'ont mis 5 rendez-vous dans la même journée. Donc, Ouais. Là, tu avais j'avais plus pas le le temps. temps. J'avais plus le temps. Ouais. Et j'ai fait en one shot. Du coup, je me suis dit, bah, ils m'ont poussé. Ils m'ont poussé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? 5 rendez-vous dans la même journée, c'est pas possible. Et là, du coup, je me suis rendu compte que bah, j'y arrivais. J'y arrivais sans forcément préparer 4 heures à l'avance. Mais ça a été un parcours encore, tu vois. Et ça a été toujours comme ça. Et une fois que j'avais bien, du coup, développé ma technique de médiumnité, enfin, en tout cas, mon Mhm. process, je préfère parler de process. Mhm. Je me suis lancée du coup en créant du coup pour le coup ma société et en étant salariée, enfin en tout cas de pouvoir avoir un revenu par rapport à ça. Mais très vite, syndrome de l'imposteur qui se repointe et je me rendais compte que dans mes guidances, ce qui m'intéressait le plus, c'était d'accompagner psychologiquement les gens, c'est-à-dire émotionnellement, psychologiquement. J'adore faire des guidances dans la lecture d'âme, d'amener les gens vers leur chemin de vie, de donner des informations, un peu de la voyance, tu vois. Mais ça, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. J'ai des flashs qui me viennent, donc je peux les transmettre. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment travailler sur les blocages émotionnels, les blocages karmiques, les blocages transgénérationnels, libérer les gens. Ça, c'était vraiment le côté thérapeute qui ressortait en moi. Et j'avais Est-ce que tu as le besoin. sentiment que c'est là où tu te sens le plus utile quelque part, la plus utile, hein? Complètement, complètement. Ouais. Et c'est pour ça que très rapidement, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire en plus de ça pour être non seulement légitime dans ma pratique, mais pour avoir l'étiquette de thérapeute. Et c'est là qu'est venue l'hypnose régressive, de manière inattendue, encore une fois. Donc du coup, je fais vraiment tout le temps confiance en l'univers, hein. C'est vraiment, je fais une méditation alors que j'en fais jamais. Je dis aux gens de faire des méditations, je ne le fais pas. Donc, je me mets à faire une méditation et là, je sens qu'on me prend, tu sais, tout de suite, hein. Je ferme les yeux, je pars, bim, je monte. Direct. C'est pour ça que l'hypnose, pour moi, enfin, je mets les gens en état d'hypnose, mais je me mets rarement, moi, en état d'hypnose. J'arrive là-haut, enfin, là-haut, dans un lieu avec des races extraterrestres. Et là, je vois qu'ils discutent d'un projet qui est assez houleux, tu vois. Je sens la tension dans cet échange. Et, euh, et là, je comprends rien. Je comprends rien parce que je les vois un petit peu en panique. Enfin, je sens vraiment quelque chose il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer. Et là, j'ai un espèce de petit être bizarre qui vient me voir et qui me dit, t'as pas le droit d'être là, chut, mais je vais te montrer ce qui s'est passé. Donc, je me mets dans un coin comme ça. Et là, je vois, enfin, je sens que c'est une réunion. Mais j'ai pas les mots parce que j'ai pas les sons. Je les vois juste aux expressions et je vois l'énergie qui se passe quelque chose de grave. Tu Et la d'un ressens. coup, je le ressens. Et ça me met d'ailleurs même un peu mal parce que j'essaye de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc du coup, d'un coup, on me rebalance dans mon corps. Voilà. Je me réveille et là, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, est-ce que c'est mon imaginaire? Mais tant que c'est frais dans ma tête, qu'est-ce que je fais? Je vais sur le groupe Facebook que j'avais créé pour raconter cette expérience, pour dire, Eh, attendez les gars, il s'est passé un truc de fou, j'ai fait une méditation, j'ai vu ça, 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 ça. Quelqu'un peut me donner une explication ou un regard Mais extérieur. justement, tu peux nous dire qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qu'il t'a dit, ce petit monsieur là, ce petit être? Il m'a juste dit que ils ont voulu me montrer ce qui s'était passé, Oui, mais il t'a pas mais montré. non, non, j'ai juste vu la scène. C'est-à-dire Ah, que ok. j'avais pas l'autorisation d'être présente. Donc, il fallait pas que je intervienne ou des choses comme ça, tu vois. C'était vraiment, on m'a juste montré la scène avec plein d'extraterrestres. Je savais que j'étais dans un vaisseau spatial puisque déjà, il y avait des extraterrestres. Donc, il y avait des choses, voilà. Et quand j'ai commencé à écrire tous les détails de ma visualisation, il y a un monsieur qui m'a dit, toi, tu devrais lire Dolores Cannon. Moi, je n'avais jamais entendu parler de Dolores Cannon. C'est-à-dire qu'il me met le truc, tu vois, le tambour, tanana, Dolores Cannon. Il m'a sorti le nom. Et là, je me suis dit, OK, bah Dolores Cannon, allons-y, je vais regarder ce qu'elle dit.
Donc, Ouais. effectivement, je commence à me renseigner, j'achète les bouquins, je suis Alice Descou qui a traduit le livre de Dolores Cannon en Europe, et je regarde ses interviews avec Lilou Massé. Et du coup, ça me parle beaucoup parce que bah, ce qu'elle raconte sur le conseil des volontaires, c'est un peu ce que j'avais vu, ce conseil où il y avait toutes les âmes extra... Ah, tu connais pas? Non. Ah, pardon, je pensais que tu étais au Non, courant. non. Non. Je vais t'expliquer. Donc, Dolores Cannon, c'est une hypnothérapeute, d'accord? C'est une psychologue hypnothérapeute aux États-Unis. Elle est complètement en dehors de tout ce système parallèle, paranormal, etc., etc. Elle est vraiment psychologue. C'est vraiment son métier. Elle fait des régressions avec ses patients et elle a des récits Mhm. de ses patients qui sont hors de la galaxie, tu vois. Et en fait, elle se rend compte que de plus en plus, ses patients, quand elle les met en état de régression, ils lui parlent tout le temps d'un événement qui s'est passé en 39-45, D'accord. la Seconde Guerre mondiale, et qu'en fait, il y a eu un conseil qui a été établi parce qu'en 45, quand il y a eu la guerre, les bombes nucléaires de Nagasaki et Hiroshima, Hiroshima. l'humain Ouais. a utilisé ses armes et a fait une distorsion dans la galaxie énergétique. Donc, du coup, D'accord. ça a brisé comme une chaîne énergétique dans l'espace, enfin, en tout cas dans les galaxies. Et ça menaçait d'autres galaxies. Donc, du coup, les congrégations extraterrestres ont fait une espèce de regroupement, donc la fameuse scène Un que j'ai vue, sommet. un Ok. sommet, une réunion, pour décider qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a une loi universelle qui est celle du libre arbitre et ils n'interviennent pas. Ils n'interviennent pas délibérément. Donc, il fallait passer par ce conseil. Et effectivement, ils ont pris la décision d'envoyer des âmes volontaires d'autres galaxies sans karma pour faire remonter non seulement la vibration de la Terre, mais également rééquilibrer toutes les énergies. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la vague des volontaires. Il y en a eu 3 vagues de volontaires qui sont venues sur Terre. La première, ça a été tout de suite imminent à l'explosion des bombes nucléaires. Il y en a une autre vers les années 60-70 où c'est la vague un peu New Age et la vague des années 60, enfin 80, quelque chose comme ça. Et là, maintenant, ils parlent d'une nouvelle vague des enfants cristaux, D'accord. arc-en-ciel, Et- des choses comme ça. D'accord. Et donc, le but de ces personnes, là, tu es en train de me dire, donc, c'est des personnes qui arrivent sans karma, c'est ça que tu viens de me Oui, dire? sans OK? karma terrestre. Et ils viennent sur Terre dans un but bien précis, Ouais, qui de est de vrai. faire remonter la La vibration de la Terre. vibration, ouais. La vibration. Et Est-ce que tu sais après, pourquoi? par rapport à... Alors, il y a eu le karma déjà de 39-45, mais apparemment, il y a aussi du karma des Atlantes, hein. Donc, du coup, on est encore dans ce karma-là de dualité, d'ego, etc. Mais il y a aussi un karma collectif. Donc, les volontaires qui viennent s'incarner sur Terre n'ont pas de karma au sein enfin, du karmique de vie antérieure, parce qu'ils n'ont pas de vie antérieure Mhm. sur Terre. Ils ont que des vies antérieures qui ont été... Enfin, ils doivent avoir des vies antérieures sur Terre, mais ils n'ont pas ce karma terrestre, tu vois. Ils C'est pour peuvent, être pur? C'est oui, pour être voilà, pur? voilà. Ok. Ils peuvent utiliser le karma collectif pour le purifier, mais ils n'utilisent pas le karma, ils n'ont pas de karma terrestre. Maintenant, c'est des âmes qui ont énormément de charges, parce que en général, les volontaires, quand je les ai en guidance ou en hypnose, c'est eux enfin, ils ont vraiment cette charge de nettoyer le karma familial. Vu qu'ils n'ont Et pas de est-ce qu'ils le karma, savent? Ils le savent euh, qu'ils sont des volontaires? non, Ou c'est en toi qui général. leur apprends? C'est moi qui leur apprends. Ouais, ouais. C'est moi qui D'accord. leur Mais en général, les volontaires, et c'est très intéressant parce que Dolores Cannon, elle en parle bien, parce qu'elle est vraiment spécialisée là-dedans. Moi, j'en ai eu beaucoup, mais elle, c'était vraiment son char de guerre, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que c'est bien parce que du coup, j'étais formée à tout ça et donc du coup, j'ai vraiment beaucoup d'habilité. Et à quoi toi, tu les reconnais? Quand tu les as, à quoi tu les reconnais? À quoi tu sais que ce sont des volontaires qui font Ah, ben, partie? il y a plusieurs caractéristiques. Et d'ailleurs, elle en parle aussi dans ses interviews. C'est par exemple de se sentir exclu de sa famille. C'est-à-dire qu'il y a le lien du sang, mais il y a toujours le fait de se sentir comme un vilain petit canard, d'être un petit peu à part, de penser à part.
d'avoir toujours cette connexion avec les mondes subtils, c'est-à-dire que d'être intéressé par l'au-delà, par les extraterrestres, par tout ce qui est paranormal. Les âmes volontaires peuvent avoir des difficultés à s'alimenter. Alors, il y en a beaucoup qui ont des maladies auto-immunes, mais il y en a énormément qui font des allergies. Il y a des personnes qui ont du mal avec l'équilibre alimentaire, c'est-à-dire que la nourriture terrestre, ça peut être un problème, tu sais, la digestion, le fait de gérer ses quantités. Il y a aussi l'aspect, attends, là que je n'oublie pas. Non, mais en fait, il y en a plein. Je crois que j'ai tout dit, non? Ok. Non, mais il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, hein. Mais essentiellement, évidemment aussi, je le vois par rapport à leur contrat d'âme, parce que quand je vois dans le contrat d'âme que le karma, il est pas issu du karma terrestre, ça ne fonctionne pas. Enfin, je sais tout de suite que c'est involontaire, et puis j'ai mon intuition. Euh, Par exemple, Et quand tu leur apprends, qu'est-ce qu'ils ressentent quand tu leur dis, vous faites partie d'évolution? libération, une libération, mais vraiment, vraiment. Ah oui, il y a aussi un autre petit détail qui est très drôle. Ils ont souvent enfin, enfin, il y en a beaucoup qui m'ont tout le temps sorti la même chose. J'ai l'impression d'avoir été adoptée dans ma famille. Alors que tu sais, il y a une fratrie, ils se ressemblent tous, ils ont la tête du père et tout, il n'y a pas de problème de paternité, mais ils ont ce sentiment de se sentir adoptés, tu sais, de pas Mhm. faire partie de la famille. Il y a les liens du sang, il y a les liens, on s'aime, mais tu as l'impression que ta famille, elle est ailleurs. Et ça, ça Mhm. reste une idée comme ça, en tête constamment. Voilà. Ok. Et puis, il y a cette connexion aussi avec la mort. C'est-à-dire que intimement, tu as cette croyance de la mort n'est pas une fin. Même si tu as peur de la mort, tu n'as pas peur, c'est pas le but, on s'en fout. C'est pas, on n'est pas là pour parler de ça. Mais tu vois pas la mort comme une fin. Tu vois, c'est la continuité d'un chemin. Ouais, c'est passionnant. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire ton livre? Dans un premier temps, le livre de Stéphane Alix, c'est vraiment quelque chose qui m'a, pour moi, c'est quelque chose qui m'a ouverte. Donc, je me suis dit, bah écoute, si je peux apporter par mon parcours des ouvertures de conscience, eh ben ok. Et en même temps, j'avais envie de raconter ça parce que je me dis, une petite nana comme moi, qui partait de rien en fait, hein. Tu vois, je suis partie de rien et je me suis construite petit à petit avec mes doutes, mes peurs, mes blocages, avec tout le package. Et bien, j'ai réussi à rencontrer et à être formée par des gens incroyables, des personnalités ultra connues dans le milieu. Je commence à faire ma communauté. Je me dis que donc en fait, si moi j'y suis arrivée, enfin si j'y arrive, je ne dis pas que je suis à la fin de mon parcours, je suis qu'au début. Et je souhaite être qu'au début parce que j'aime tellement rencontrer les gens. Je me dis, ben en fait, si moi je suis capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. Et je veux vraiment apporter cette énergie aux gens, de dire, toi, si tu sens que tu as des capacités, mais ne te bride pas, tu peux aller loin, tu peux aller, tu peux te montrer, tu peux développer Tout est ce que tu possible. aimes, ce que On tu as peut tout envie de faire. créer. Oui, exactement, la création. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai, euh, j'ai des conférences au mois de juin, justement, des J'ai vu, ateliers. alors tu vas à Lyon, c'est ça? Oui. À À Lyon, à Lille et à Aix. et à Aix. Oui. Ok. Et Alors, ça, on ça peut retrouver sera sur ta page Facebook? sur ma page Facebook, sur mon site internet, sur le site de mon producteur et la billetterie en ligne. C'est une journée qu'on vous prépare, mais que je vous prépare, mais avec tellement de joie, d'excitation. Bon, c'est pas, sera pas un choix à l'américaine, même si moi j'ai fait les trucs américains, que ce soit Braden, etc., etc. J'ai envie d'amener l'hypnose régressive d'une autre manière. C'est-à-dire que, D'accord. bon, c'est vrai que tout le monde n'a pas la possibilité de faire une séance en individuel. C'est un budget, c'est un coût, etc. Et puis, c'est un investissement. Et puis, ils ont surtout, les gens ont très peur de ne pas partir. Ça, c'est vraiment la question de me dire, est-ce que je vais y arriver? Oui, je n'ai pas eu jamais d'échec. OK? Tout le monde est parti. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc, cette journée exceptionnelle, elle va être sur 8 heures. Et là, on va Waouh. faire Huit des heures. exercices. Oui, 8 heures où on fera une régression, on fera une projection dans le futur. C'est-à-dire que le matin, on fera une régression
soit dans les vies antérieures, soit dans l'entre-deux-vie. Et l'après-midi, on fera une projection dans votre champ des possibles. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous visualiser dans votre futur possible. Et entre-temps, il y aura bien évidemment tout ce que moi j'ai appris, c'est-à-dire la conférence en one-to-one, si vous avez des questions à me poser, etc. Et des exercices de médiumnité, de développement de conscience, de développement d'intuition et de kinesthésique. Et je vais faire venir vos guides. Incroyable. Et les places sont limitées, j'imagine. Oui, elles sont limitées, mais enfin, on a fait en sorte de ne pas limiter. C'est-à-dire qu'on veut vraiment ouvrir ce show à tout le monde. C'est-à-dire que non seulement, bah, c'est sûr que le prix, encore une fois, ça peut freiner des gens, mais on a mis en place une billetterie où c'est possible de payer en plusieurs fois parce que je veux vraiment que les gens puissent pouvoir venir. On a fait en sorte de pouvoir avoir un buffet exceptionnel d'artisans qui vont venir nous faire les repas du midi. Donc, c'est juste une petite croix que vous avez à cocher dans votre billet pour que enfin, le repas du midi soit pris en charge avec les collations, etc., etc. Vous allez avoir des goodies avec des petits cahiers, des petits stylos, des tasses. Enfin, il y aura plein de cadeaux pour vous. Vous allez avoir la Ça primeur de donne voir. envie, hein? Ah oui, ah Ah oui. bah oui. Donc, il y aura mon livre dédicacé. Enfin, en tout cas, vous avez à avoir l'occasion de pouvoir avoir une dédicace en direct avec moi pour le livre. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, et mais non, mais c'est tout. Alors C'est déjà donc tout. 3 dates. Alors redonne-nous les dates. Lyon, tu commences par Lyon si je me trompe pas. Le 1er juin à Lyon. Voilà, le premier Mhm. juin à Lyon. 2 semaines après, nous sommes sur Aix-en-Provence et après sur Lille. Voilà. Mais Super. toutes les Une dates journée sont complète. sur mon site. Ouais, la journée complète. C'est vraiment, vous venez avec moi le matin, vous repartez le soir et vous êtes transformés. Vraiment. En tout cas, c'est pas juste une régression, c'est vraiment, on va passer une très, très bonne journée ensemble. Vraiment. Vraiment. C'est la première fois que tu proposes Oui. ça. Ouais. Ouais. C'est la Ok. première fois parce que là, je me sens, bah, encore une fois, tu vois, c'est encore le parcours initiatique, une autre étape où j'ai fait de l'individuel, j'ai accompagné beaucoup de personnes, j'ai eu des moments de gratitude. C'est vraiment le mot qui résume ma vie, c'est vraiment la gratitude, hein, que ce soit dans les Mm. rencontres ou dans les consultants. Et là, j'ai vraiment envie de partager cette expérience, mais à un grand niveau, enfin, vraiment à grande échelle. J'ai envie de rencontrer du monde. Je sais pas, je me sens poussée à, à communiquer, à être en contact avec les gens bah, par le biais de mon livre, comme ça ils peuvent apprendre à beaucoup plus me connaître, mais aussi par le biais des conférences, des ateliers. Et je serai aussi au festival de Philippe avec toi. Ah, c'est vrai, le deuxième. Eh ben non, cette année-là, je viens pas, Ah malheureusement. Je suis venue l'année non! dernière. Mm. Ah Mais d'accord. peut-être au troisième, parce que je sais qu'il y aura un troisième qui va se préparer. Et Ok. là, je leur ai dit que j'y serai au numéro 3 normalement. Ok, bon, bah écoute, je te représenterai alors à ce moment-là, effectivement. Ils m'ont Avec invité. grand plaisir. Mais tu vas retrouver mes amis en tous les cas. Ouais, J'ai des bah on va nombreux faire. amis Oh, qui seront mais là, donc j'imagine que ça va être très très bonne ambiance et qu'on va passer un mm, très très bon moment sur ce festival. Mais j'en connais ah, déjà je me en doute. plus. Il y a des personnes que j'ai déjà, enfin, dans mon parcours que j'avais rencontrées avant tout ça. Et c'est incroyable, c'est que maintenant on se retrouve et on commence tous un peu à avoir des gens qui nous suivent, des publics, et c'est génial parce que quand on a commencé, on était des bébés médiums. Je le dis tout le C'est temps, vrai. quand je dis, on était des bébés médiums, on commençait, on se Mm. découvrait, on était là. Mais t'as vu ça? Bon, je reste toujours dans mon côté enfantin où j'adore être, tu sais, quand je vois quelque chose, je dis, oh, waouh, c'est génial. Je suis tout le temps émerveillée. Ça ne passera pas. C'est-à-dire que Pareil. je m'émerveille toujours quand les gens me disent, mais ce que tu m'as Mm. dit, c'était exactement ça. Je suis trop contente. Quand les gens me disent, waouh, Fatima, mais t'as changé ma vie. J'ai dit, non, déjà, moi, je j'ai pas ce pouvoir, mais Super. je pense avoir été, tu sais, une petite graine sur ton parcours. Maintenant, c'est à toi Mm. de la semer et Mm. de prendre ton autonomie et de reprendre ton pouvoir. Et ça, De laisser pousser la graine, hein. c'est que des moments de gratitude, mais vraiment, vraiment. Mm. Je pourrais en parler pendant des heures, tu sais, tellement que j'ai eu On se des... ressemble beaucoup, Fatima, Oui, sincèrement. c'est vrai? Ouais, j'adore ton énergie, tout à fait.
Et tu vois, ce côté émerveillement, je suis toujours pareil, émerveillée, je suis heureuse, gratitude. Alors moi, c'est gratitude infinie, je peux le répéter, je sais pas Mais, combien de fois par hey, jour. quand j'ai relu mon livre, j'ai dû le supprimer au moins 40 fois. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Les gens, ils vont croire que je fais que ça, dire gratitude. Mais pourtant, c'est vraiment Mm. l'énergie que j'ai. C'est vraiment de la gratitude. Je ne- et même quand il y a, encore une fois, je le redis, même si c'est de la répétition, on s'en fout, ça s'intègre. Quand il y a des obstacles sur la route, on le voit avec notre cerveau dans un premier temps par quelque chose de bloquant, mais quand on arrive à prendre du recul et à se dissocier de ça et d'être vraiment dans le lâcher prise, le vrai lâcher prise, pas le lâcher prise que tout le monde utilise sur les réseaux pour se dire lâche prise. Non, non. Tu sais ce que c'est le vrai lâcher prise? Non, je ne pense pas. Le vrai lâcher prise, c'est quand tu vois et que tu vis une situation et que tu arrives à prendre du recul par rapport à cette situation et de pas être impacté émotionnellement. Mm. C'est-à-dire de ne pas Mm. utiliser tes filtres de ton mental pour répondre de façon favorable ou défavorable à cette situation. Voilà, ça c'est le vrai Mm. lâcher prise. Et bien en fait, quand les gens, quand je dis ça, les gens me disent, ah mais moi je pensais que c'était quand on s'en fout Non, ah oui, non, non. C'est arrivé effectivement à prendre de la distance. de prendre de la distance, exactement. Mais Mm. tu vois, mais c'est des apprentissages. C'est des apprentissages. Et quand tu arrives vraiment à prendre du recul, je dis pas que je suis pas impactée, hein. Je suis pas Bouddha, hein. Je dis pas que j'ai pas des moments où j'ai pas envie de voir les choses, la vie en rose, hein, tu vois, Edith Piaf, hein. J'ai des moments aussi où j'en ai marre. Il y a des moments aussi où je me dis, ouais, d'accord, ça pourrait être mieux. Mais en fait, j'ai cette force de toujours me dire, écoute, il y a pire, il y a mieux. Mais en fait, ne te laisse pas abattre par cette expérience et dis-toi, enfin, tire-en le meilleur, toujours. Et le petit truc positif qui va t'amener vers la résilience, tu vois. Et que, en fait, au final, c'est que des apprentissages. Maintenant, je dis pas non plus que c'est une façon de penser qui est facile. C'est quelque chose qui est. Ce matin, tu sais quoi? Alors, je vais te dire. J'étais en train d'écouter un podcast pendant que j'étais en train de me préparer. Et j'étais en train d'écouter une dame, je me souviens plus de son prénom, faudrait que je le redise, qui disait qu'en fait, la façon dont on se présente au téléphone représente nos blocages et nos blessures. Je dis, mais oui, bien sûr, Ah oui? la PNL, mais oui, effectivement. Et elle disait effectivement que c'était hyper intéressant quand quelqu'un t'appelle et te Mhm. dit bonjour. Bon, ça, c'est une forme de respect, on est bien d'accord. Ça, déjà, si on ne me dit pas bonjour, je ne Ouais. réponds pas. Enfin, je raccroche, quoi. Et la première phrase que la personne va te dire au téléphone, déjà, annonce une signification sur les blocages et les mots, MAUX de la personne. Et elle donnait un exemple que j'ai souvent, donc du coup en consultation, de personnes qui se présentent, qui me disent bonjour et qui veulent me parler au téléphone, qui dit excusez-moi de vous déranger. Tu sais, automatiquement, la phrase qui dit automatique, excusez-moi de vous déranger. Et là, la thérapeute, elle explique, mais en fait, tu m'appelles, je décroche, donc tu ne me déranges pas. Sinon, je ne décrocherai pas. D'accord? Et quand tu utilises la phrase de excusez-moi de vous déranger, ça fait écho avec tes blessures de rejet, d'humiliation et d'abandon. Parce que forcément, tu t'excuses, tu prends pas ta place, tu n'es pas dans ton estime, dans ta valeur, et en fait, tu t'excuses de déranger. Alors qu'en fait, tu déranges pas. Il faut prendre sa place. Et ça, c'était hyper intéressant. Je voulais le partager. Ah ben ouais. Alors moi, ma phrase, c'est est-ce que je vous dérange? Tu vois? C'est pas excuse-moi de vous déranger, mais c'est est-ce que je vous dérange? Est-ce que le message était pour toi? Eh ben, tu vois. Je te propose qu'on termine justement ben, sur ce message. Fatima, vraiment, merci du fond du cœur. J'ai passé un très bon moment avec toi. J'adore ton Et, énergie, ta sincérité et ta bonne humeur. Je crois que c'est contagieux. Merci ah, infiniment mais en tous les cas. c'est vrai qu'on me... bon, allez, je boude hein, des fois, hein, mais c'est vrai qu'on me dit souvent que c'est très rare que je sois pas de bonne humeur. En fait, moi, j'amène vraiment de la lumière, du soleil. J'aime les gens. C'est bête à dire, mais j'aime les gens. Donc, Ça se ressent. j'aime transmettre l'amour. Et c'est toujours fait avec le cœur, hein, vraiment. Même si des fois, je me suis fait avoir, ça arrive, mais c'est OK. Ça fait partie de la vie. Eh ben, écoute, moi, je te propose, on se retrouve pas cette fois-ci au Festival de Philippe Pierre, mais on ira au numéro 3. On se rencontrera Ouais. pour la première fois, voilà, Ben, en tout cas, physiquement au numéro j'espère 3. vraiment retrouver.
enfin, je sais que toi, tu es loin parce que je t'aurais invité avec tellement de plaisir sur les ateliers. Si j'en fais un sur Nouméa, puisque j'ai aussi une communauté en Nouvelle-Zélande, avec grand Ah, plaisir, je t'invite. super. Eh Oui, bah ben, oui, écoute, ouais, super. j'aimerais vraiment. Bah, j'ai hâte de retrouver les gens vraiment en présentiel. Venez nous retrouver sur les Ah ouais, ateliers. bah vraiment, je vous y invite, hein. Ça a l'air génial, hein. Merci Oui, beaucoup, Fatima. merci à toi, merci. Et je te souhaite aussi à toi beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses par rapport à ce que tu fais. J'aime, j'ai regardé, puisque je t'avais dit quand tu m'as invité, je regarderai ta chaîne. J'aime beaucoup l'énergie que tu dégages aussi également. Je trouve que c'est une énergie de cœur, de bienveillance. T'aimes mettre les gens en lumière, t'aimes mettre. Je sais pas, j'ai l'impression de. Enfin, c'est pas péjoratif, attention, hein. C'était vraiment quelque chose, je te vois comme une découvreuse de spiritualité, de développement. En fait, c'est comme si tu, tu, tu t'émerveilles de découvrir des pratiques, de découvrir des gens et t'aimes les mettre en lumière et communiquer avec ça. Et je te remercie beaucoup de m'avoir choisi. Avec grand plaisir. Je te fais des gros bisous, hein. À bientôt. Les amis, à très bientôt pour une prochaine émission. Au Au revoir. revoir.